C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la guerre des nerfs en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila, qui a réuni ses partisans dans son fief de Kingakati ce mardi, n'a toujours pas livré le nom de celui qui mènera sa formation politique à la présidentielle de décembre prochain. Il faudra attendre encore quelques heures. La date limite de dépôt des candidatures, c'est demain. Nous irons également en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a annoncé l'amnistie de 800 prisonniers liés aux violences post-électorales de 2010-2011. Parmi eux figurent des personnalités politiques et Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Les réactions à Abidjan dans un instant. Le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam. Une commémoration s'est déroulée ce mardi dans la capitale kenyane en présence des victimes, des familles, de leurs familles et des employés des ambassades. Reportage dans ce journal. Le suspense jusqu'au bout en République démocratique du Congo. On attendait ce mardi le nom du candidat de la majorité présidentielle, le président Joseph Kabila, qui a réuni sa plateforme électorale dans son fief à Kingakati, devait s'exprimer. Finalement, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Il faudra encore attendre quelques heures. La date limite des dépôts de candidature, c'est ce mercredi. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001 et ses opposants l'accusent de vouloir se maintenir à tout prix à la tête du pays. Retour sur la crise autour de cette troisième éventuelle candidature de Joseph Kabila avec Maud Julien. Cela fait des années que des soupçons pèsent sur la volonté du président congolais de se désengager du pouvoir dans son pays. Joseph Kabila a pris la tête de la RDC à la mort de son père en 2001. Il a ensuite été élu 2 fois, en 2006 puis en 2011, à l'issue d'un scrutin contesté. En 2016, il éveille de nouveau la colère de la rue en repoussant un vote prévu en novembre, s'assurant ainsi 2 années de présidence en plus. Des centaines de personnes ont été tuées depuis dans des affrontements avec la police qui a tiré à balles réelles sur des manifestants anti-Kabila. Des opposants et des représentants de la société civile ont été emprisonnés ou mis à l'écart et le processus électoral, notamment l'acquisition de machines à voter, a été critiqué. Le mois dernier, les États-Unis ont haussé le ton. Le message que nous avons adressé à la commission électorale, c'est que ces élections doivent se dérouler en 2018 ou alors il n'y aura pas de soutien pour le processus électoral. Les États-Unis ne soutiendront rien en 2019 et la communauté internationale non plus. Les élections sont finalement annoncées pour le mois de décembre, mais celui qu'on appelle le RICE a fait comprendre à la communauté internationale que personne ne lui dicterait la marche à suivre. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Alors que le pays connaît de nombreuses rébellions à l'Est et que Kinshasa est sur le qui-vive, les risques que des tensions électorales ne dégénèrent en conflits de plus grande ampleur sont élevés. Et puis sachez que le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Félix Tshisekedi, a déposé ce mardi sa candidature pour la présidentielle à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Des dizaines de militants de l'UDPS vêtus en blanc ont tenté d'accompagner leur candidat pour déposer son dossier. Ils ont été dissuadés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Au Mali, alors qu'on attend toujours la confirmation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle, la mission d'observation de l'Union européenne réitère ses appels à la transparence. Je vous rappelle que plusieurs candidats à la présidentielle ont déposé des requêtes dénonçant des fraudes et demandant la démission du ministre de l'administration territoriale. La correspondance à Bamako de Christelle Pire. La mission d'observation de l'Union européenne appelle une nouvelle fois le gouvernement malien à publier les résultats du premier tour et ce bureau de vote par bureau de vote. Pour l'instant, le ministère de l'administration territoriale s'y refuse. Le gouvernement sortant affirme que la loi électorale ne l'y oblige pas. En revanche, il a publié la liste des 871 bureaux de vote où le scrutin n'a pas pu se tenir lors du premier tour. Par ailleurs, un observateur présent dans la Commission nationale de centralisation des résultats a accordé à France 24 un accès à des procès-verbaux de cercle. Certains de ces PV font état de très forts taux de participation dans plusieurs zones du nord du Mali. S'ils intriguent des observateurs, c'est parce qu'ils sont largement supérieurs à la moyenne nationale qui est de 43% et qu'ils se situent dans des zones marquées par l'insécurité et par le déplacement de population.
Par exemple, on peut citer un taux de 86% de participation dans le cercle de Ménaka ou encore de 87% dans le cercle de Kidal. La Cour constitutionnelle a promis de proclamer les résultats définitifs du premier tour ce mercredi. On en vient à une autre élection présidentielle au Cameroun. Cette fois, 9 candidats ont été retenus. Parmi eux, le président sortant Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir. Le scrutin se tiendra le 7 octobre prochain. Au total, Élections Cameroun, l'organe chargé d'organiser le scrutin, a reçu 28 dossiers. 18 ont été rejetés. Un candidat s'est désisté. Simone Gbagbo, amnistiée par Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien l'a annoncé hier. Au total, 800 détenus poursuivis pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011 ont été graciés. Parmi eux, d'autres personnalités politiques. Les réactions à Abidjan avec notre correspondant Thaïs Brook et Damien Kofi. La Côte d'Ivoire célèbre sa fête nationale en fanfare. Au lendemain de la décision surprise d'Alassane Ouattara, les proches du président, venus en nombre, saluent un geste politique fort. Quelles que soient les tendances politiques, tout le monde a senti comme un grand ouf de soulagement. Le président a véritablement entendu la volonté profonde des Ivoiriens qui aspirent donc à un profond apaisement, à une réconciliation vraie. Notre pays a besoin de continuer sa marche en avant et pour cela, il a besoin de rassembler tous ses fils, toutes ses filles. Donc cette décision est la bienvenue, surtout en ce moment. Parmi les amnistiés, Souleymane Camara Tékoné. Ce proche de Guillaume Soro est suspecté d'avoir caché des armes à son domicile. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas souhaité réagir à sa libération. Dans ce quartier considéré comme favorable à Laurent Gbagbo, c'est la joie qui domine. Merci beaucoup. Merci, je suis de la joie même. Je suis vraiment content, je suis vraiment ému de cette décision que le président a prise. Même son de cloche du côté des membres du FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Libérer les prisonniers politiques avec la tête Mme Simone Gbagbo, et cela va contribuer à une décrispation considérable de l'environnement socio-politique de notre pays. Et nous souhaitons surtout et aussi que cette décision puisse être un message fort à l'endroit des juges de la Cour pénale internationale afin qu'ils libèrent le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Tous bords confondus, les réactions au sein de la classe politique sont unanimement favorables. Le président Alassane Ouattara a dit vouloir œuvrer pour la réconciliation nationale, alors que nous sommes dans un contexte de crispation au sein de la coalition au pouvoir. Pour l'instant, c'est mission accomplie. Il y a 20 ans, le 7 août 1998, les extrémistes d'Al-Qaïda faisaient exploser des bombes à Nairobi et Dar es Salaam. Leur cible, les ambassades des États-Unis en Afrique de l'Est. Des attaques qui ont fait près de 250 morts et plus de 5000 blessés. Une cérémonie s'est déroulée ce mardi à Nairobi en présence des victimes, de leurs familles et des employés de l'ambassade. Reportage d'Élodie Cousin. Moment de silence sur le site de l'ancienne ambassade américaine de Nairobi. Kenyans et officiels américains sont venus commémorer les victimes de l'attentat de ce 7 août 1998. Je demande à ce que nous réfléchissions à ce qui nous rassemble aujourd'hui, car nous sommes unis en tant que Kenyans et Américains. Ce fut l'une des premières attaques de masse d'Al-Qaïda sur la scène internationale. De l'aveu même des agences de sécurité, ces attentats ont changé la lutte contre le terrorisme. Il y a 20 ans, vous n'aviez pas de sécurité dans les centres commerciaux, les hôtels, alors que maintenant, oui. Ces changements sont vus dans différentes parties du monde. Cela nous a changé profondément. Les djihadistes ont visé le quartier des affaires de Nairobi, faisant 48 morts parmi les employés de l'ambassade. Tricia Patel travaillait ce jour-là. Elle a aidé à l'évacuation de l'ambassadeur, une des cibles principales d'Al-Qaïda. Lorsque nous avons retrouvé Madame l'ambassadeur, nous étions moins inquiets, car nous avions toujours notre chef. Après les attaques, les autorités américaines et kenyanes ont investi massivement dans la sécurité et déménagé l'ambassade en dehors de la ville. Nous avons un bon service de sécurité. Des protocoles sont mis en place, mais on ne sait jamais. Il peut toujours se passer quelque chose, il faut rester vigilant. Dans ce think tank basé à Nairobi, des experts analysent la menace terroriste au Kenya et en Somalie. Les djihadistes Shebab, une fraction d'Al-Qaïda, frappent régulièrement ces deux pays.
Al-Shabaab est opérationnel dans au moins 5 pays de cette région et les autorités au Kenya trouvent sans cesse des armes, des explosifs, des sympathisants d'Al-Shabaab qui tentent d'effectuer des attaques ici. 20 ans après, les États-Unis luttent toujours contre les djihadistes en Afrique de l'Est. Le Kenya reste un puissant allié, une plateforme pour lancer ses attaques contre les Shebabs en Somalie. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Leur succès n'a jamais été égalé en Guinée-Bissau, et pourtant, leur histoire est largement méconnue. Pour toute une génération, Super Mama Jumbo a incarné le combat pour l'indépendance, puis l'insouciance des premières années. Avec leurs chansons engagées, les musiciens ont parcouru le pays et le monde. Nos reporters ont retrouvé la trace de 4 membres du groupe qui se remémorent cette folle aventure. Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et France24.com.